Je range mon bureau numéro 35. Et dans cet épisode de Je range mon bureau, il n'y aura que des livres en français, car il y a certes, des gros volumes en cours de lecture ou déjà achevés et qui sont mes lectures en anglais du moment, mais il est encore un peu trop tôt pour en parler. Alors qu'est-ce que je lis en ce moment en anglais qui justifie que je ne sois pas encore en mesure de ranger mon bureau et d'en parler, d'en faire le bilan? Eh bien c'est le long projet narratif de Mark Z. Danielewski, The Familiar. Alors, j'ai parlé du premier tome, One Rainy Day in May, assez brièvement, parce que c'est à peu près impossible d'en parler de manière exhaustive ou complexe sans faire des vidéos de 3 ou 4 heures, donc c'est pas du tout l'objectif, mais vous pouvez retrouver ça dans la vidéo Je range mon bureau numéro 33. J'ai parlé, j'ai un petit peu présenté rapidement le projet et l'intérieur de l'ouvrage. Alors ce sont des livres de 880 pages, donc j'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2, et puis là j'ai quasiment fini le tome 3, et je commençais à comprendre un peu ce qui se passait, et là à nouveau j'ai l'impression de perdre pied dans un certain nombre de connexions narratives entre les différents personnages. Bien, donc je ne parlerai pas vraiment, j'en ai un peu parlé, de Mark Z. Danielewski, parce que je ne suis pas encore en mesure de ranger ces livres sur les étagères, et c'est on va dire le point commun de tous les livres dont je parle dans ces vidéos, c'est qu'après la vidéo, je les range sur les étagères. Autre livre que je ne vais pas encore ranger sur mes étagères parce qu'il m'accompagne, il va encore m'accompagner un moment, mais c'est le moment de faire un petit peu de pub à nouveau. Clonk et ses dysfonctionnements aux éditions Louise Bottu, aux excellentes éditions Louise Bottu, de Pierre Barrault, de l'excellent Pierre Barrault, soyons dans les superlatifs permanents, soyons enthousiastes. Et Clonk et ses dysfonctionnements de Pierre Barrault, je le traduis avec mes étudiants et mes étudiantes d'échange à l'université tous les lundis. J'ai 2 groupes différents. En tout, maintenant, ça y est, hier c'était la 2e semaine de cours, et je pense qu'ils doivent être plutôt dans les 70-80 en tout, dans les 2 groupes. Et toutes les semaines, avec eux, on vous traduit, on a déjà commencé, on traduit des chapitres, des extraits de chapitres, des passages de Clonk et ses dysfonctionnements, et ça va durer tout le semestre. Et l'idée, in fine, c'est de faire une petite expo autour de l'œuvre de Pierre Barrault, autour des traductions que l'on aura faites, donc certainement vers la fin du semestre, en avril, je ne sais pas très bien, après les vacances de Pâques ou juste avant. Tout ça n'est pas encore bien fixé, mais voilà, Clonk et ses dysfonctionnements est un livre qui m'accompagne beaucoup en ce moment. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Là, je dois avouer que je n'ai pas vérifié le numéro de la vidéo, mais j'en parle dans un Je range mon bureau du mois de septembre ou octobre, il faudrait revérifier ça. Mais voilà, et puis c'est aussi pour dire que s'il y a parmi vous des lecteurs de Clonk, le cours en quelque sorte est ouvert. Ça veut dire que je peux tout à fait vous faire accéder au cours en ligne, à la partie distancielle du cours. On peut en reparler, vous mettez des commentaires et on se parle de Clonk. Ça, je vais le ranger, mais c'est pas vraiment un livre, mais je voulais en parler. C'est La Nouvelle République, édition Indre-et-Loire d'hier. Alors, je l'achète assez rarement en format papier. Ça m'arrive de la lire comme tout le monde, enfin, comme tous les gens de Tours, sur le site web, bien entendu. Mais là, j'ai acheté l'exemplaire papier parce que nous étions avant-hier, mon fils aîné et moi, à la 4e marche pour le climat. On les a faites les 4. Avant-hier, il fallait avoir envie parce que le temps était vraiment dégueulasse. Et il y a ce bel article, et sur cet article est illustré d'une photo sur laquelle on voit mon fils aîné. Ceux qui le connaissent, celles qui le connaissent, le reconnaîtront. Il est quelque part et assez nettement visible sur cette photo. Voilà, mais c'était aussi pour dire, il y a des marches pour le climat, il y a encore plein de choses qui vont avoir lieu. 2019 doit être l'année du climat, l'année de la prise de conscience. On a un gouvernement qui est complètement rétrograde, réactionnaire et vendu au lobby. C'est de pire en pire. Chaque nouvelle annonce, soit d'Emmanuel Macron, soit de son gouvernement, nous plonge un petit peu plus dans la catastrophe et le passéisme et l'absence d'action et l'immobilisme. Donc pour un gouvernement qui se prétend en permanence dans l'action et dans la réforme, eh bien c'est raté. On est au contraire dans la passivité, dans la soumission au lobby et au statu quo. C'est vraiment horrible. Bien, marchons tous ensemble pour le climat. Donc voilà, on en vient enfin, allez vous dire, à la vidéo
consacré réellement au livre et à ce que l'on va ranger. Et donc, je le rappelle, c'est pour ça que j'ai parlé brièvement de The Familiar en début de vidéo, que des livres français, que des livres en français. Un livre dont j'ai parlé déjà dans Je range mon bureau numéro 34, il y a une dizaine de jours, et je n'avais pas, j'étais pas entièrement satisfait de ce que j'avais dit de ce livre, qui est un livre important. C'est un recueil de, alors soit recueil de poèmes, soit récit construit d'une déchéance, réflexion autour du thème de la ruine, autour du thème du délabrement, soit délabrement en tant que métaphore de la fragmentation du monde et de la fragmentation de l'expérience des journées et des nuits, placé sous la tutelle, sous la houlette, sous le patronage, je ne sais pas comment il faut dire, en épigraphe, de Henri Michaud, alors que ce livre, dont je n'ai pas encore dit le titre, mais vous l'avez vu, Gravats de René Ponce aux éditions du Réalgard, paru en novembre dernier, ce livre, en fait, n'est pas tellement... Enfin, il n'y aurait pas l'épigraphe de Michaud, je n'aurais pas pensé forcément à Henri Michaud. Alors évidemment, quand on lit le livre après avec cette épigraphe en tête, ou en ayant eu sur le frontispice presque du livre cette épigraphe de Michaud, bien évidemment on pense aux façons d'endormir, aux façons d'éveiller par exemple de Michaud, à Épreuve exorcisme aussi, mais ça n'est pas la référence majeure, celle qui domine. Alors comme je n'en ai pas très bien parlé, mais comme j'en ai parlé quand même la dernière fois, je vais me contenter cette fois-ci de lire deux ou trois je pense, textes de ce recueil. Et le premier, c'est le premier texte, qui sert de préambule et permet de fixer un petit peu le cadre. Depuis des jours, le mot gravat tourne dans ma tête et je sais que ce mot vient d'un rêve. Je marche dans une ville bombardée ou détruite par un tremblement de terre. Autour de moi, ce n'est ni le jour ni la nuit. Un crépuscule perpétuel. Et je marche, entendant craquer les gravats sous mes pas, restes de murs qui n'existent plus. Je marche. Je ne sais où je vais, je ne sais d'où je viens. J'ai été déposé là par le rêve et l'angoisse et j'étouffe à la recherche d'un peu d'air. J'étouffe, mais je continue à marcher vers nulle part. Et maintenant je suis là, dans le temps de l'éveil, face à une muraille invisible derrière laquelle existe cette ville anéantie. Une ville réduite à ce conglomérat de gravats. Et le mot gravat ne me quitte plus. Et je le sens craquer, non plus sous mes pas, mais dans ma tête. Et j'ai peur. Dans un texte qui se trouve presque à la toute fin du livre, page 83, se retrouve le motif du gravat, ici réduit aux cendres pures de l'arbre et à des formes de rituels douteux. Vous allez voir l'expression rituel douteux est très très marquante dans ce texte. De jour en jour, je deviens un autre, même si la couleur de mon ciel reste la même. De jour en jour, je laisse derrière moi des squames de ma peau qui se recroquevillent comme des feuilles mortes. Mais ce ne sont pas des feuilles mortes. Ah, si je pouvais être un arbre. Être un arbre qu'on abattrait une fois mort, qu'on débiterait et qu'on brûlerait sans cérémonie dans un âtre. Un arbre qui se réduirait à quelques pelletées de cendres anonymes et veloutées, qu'on jetterait et qui abonnirait le sol autour des jeunes pousses. Mais je ne suis qu'un homme et tel, soumis aux lois et aux joues funéraires qu'elles imposent. Je ne suis qu'un homme sali par des rituels douteux, de ma naissance jusqu'à ma mort. Je trouve ces textes vraiment très beaux, cette écriture très très belle, et c'est pour ça que je voulais vous donner à entendre ces textes. Dans ce texte-là, il y a aussi le verbe abonnir. J'avoue que, à part à l'oral, et je pense notamment à 2 ou 3 personnes dans mon parcours personnel, hein, dans les rituels douteux de ma naissance à ma mort à moi, c'est vrai que le verbe abonnir m'évoque 2 ou 3 personnes, mais pas tellement plus, et pas tellement de textes littéraires. Donc voilà, abonnir, voilà un texte avec abonnir, qui est vraiment au centre aussi du texte. On pourrait peut-être presque considérer cette page de prose que je viens de lire comme irradiant à partir de ce centre qui est le abonniré. Hein. Et puis quand je parle d'irradiation, il y a tout ce motif de la cendre, de la calcination,
qui est très très beau aussi. Allez, je vais lire la page 92. C'est à la toute fin, juste avant le dernier épilogue en italique. Retrouver les gestes premiers, mais comment? Ceux de l'avant-savoir. Désembourber les méninges et suivre le chemin direct vers l'innocence une fois crevé l'œil de Dieu. Débarrasser ce chemin de ses bornes, le crayon, le clou, le pinceau, sans arrière-pensée, griffe le silence de la page. Vieux rêve. Que suis-je devenu, grand paralytique? J'entends cliqueter autour de moi des dentiers académiques. J'entends caqueter Madame ou Monsieur, je sais tout. J'entends les lois raides, grincer comme des drapeaux empesés. Dans le moindre de mes gestes, la sclérose de l'interdit. J'espère ne pas avoir trop mal lu ces pages et vous avoir donné envie d'aller vraiment y puiser de l'inspiration, de la beauté, un gravat de René Ponce avec des dessins de Jackie Barral qui sont très très bien et qui mettent en œuvre, mais ça j'en ai parlé dans la précédente vidéo, qui mettent en image un peu cette espèce d'enfermement, d'encadrement dans des motifs complexes. On continue à lire de la poésie. Je vais en parler très rapidement parce que je peux pas faire durer chaque lecture 5 ou 6 minutes. Un petit recueil de poèmes, un diptyque en quelque sorte, Mémoire des maisons closes du poète haïtien Faubert Bolívar. Et c'est publié aux éditions Le Temps des Cerises. Il y a une préface de Moncho Hachi, j'avoue que je ne sais pas qui est Moncho Hachi. Il y a un préambule de Faubert Bolívar lui-même qui date de 2012, hein, ce préambule. Et l'édition est de 2018 et en fait ce petit livre, j'ai dit un diptyque, il rassemble deux textes différents, l'un qui s'appelle Marel, qui date du milieu des années 90, et l'autre qui s'intitule Alphabet et qui date de 2006, qui a été écrit à Kingston, en Jamaïque, donc je suppose, en 2006. Et puis en fait, c'est un diptyque avec un codicille, parce qu'il y a aussi un supplément qui date de 2010 et qui s'appelle Grand Bois, il est haut. Et c'est presque dans cette dernière brève partie, composée de 6 poèmes, que j'ai trouvé, moi, les poèmes les plus beaux, les plus aboutis. Et c'est pas mal, bon, c'est très haïtien, j'allais dire, je sais pas, mais c'est évidemment une facilité de ma part, ça m'évite d'avoir à parler, à mettre des mots complexes de critique littéraire dessus, etc. Mais enfin voilà, je pense que quand je dis que c'est très haïtien, ça doit donner une idée à quiconque regarde ces vidéos et connaît un petit peu la littérature haïtienne. Je vais lire 2 poèmes, un tiré d'Alphabet. Allez, je vais en lire 3 parce qu'ils sont assez brefs. Un tiré de la première section. Une femme se masturbe à la page gauche. Je lui cède tous les doigts. Alphabet R. Le poème qui vient est un bouton. Il roule dans la chambre, me fait la guerre. Il me décime à la page. Il est urgent comme la mort, et comme la mort, innombrable. Et je lis un 3e poème plus long de la dernière section. Bélou. Les îles tiennent par leurs racines dans l'eau. Je ne parle pas d'une île que je tienne dans la main, comme un frère son papillon à la petite sœur, entouré non d'eau douce, mais de sueur. Je parle de toutes les îles qui m'ont vu naître et m'ont puni sous la pluie comme un chagrin de cocotier. Notre île est donc une peine à la noix de coco. Regarde-la dans la barque des morts. Et chut, petite sœur, je ramasse notre île à la pelle et à la gloire de l'enfance, partagée à genoux. Je la rends à la mer qui nous l'a donnée. Pour preuve, j'en garde une fleur. Chouette, regarde-la dans la barque des morts, l'île, la presqu'île, la presque fleur. Elle frétille dans ma main comme une langue de fou. Petit recueil de poèmes de Faubert Bolívar, Mémoire des maisons closes. Un livre que m'a envoyé François Bon, parce que ça fait déjà un petit moment
que je l'avais gagné lors d'un tirage au sort du service de presse, et je vous le signale, si vous n'êtes pas abonné, enfin ça serait très étonnant, parce que je crois que moi j'ai très peu d'abonnés, je pense que la moitié des abonnés que j'ai viennent en fait de chez François Bon, donc bon, je pense pas avoir de fidèles spectateurs qui ne soient pas également au courant et spectateurs du travail vidéo de François Bon. Mais enfin voilà, lors d'une des revues de presse, le mois de septembre, je crois, j'avais gagné au tirage au sort, et donc François m'a envoyé, parce qu'on n'arrive jamais à se voir, c'est bien dommage, mais il m'a envoyé le livre de Denis Montebello, avec une commande que je lui ai passée, j'en parlerai juste après, 2 livres de François dont on parlera juste après. Et donc ce livre de Denis Montebello, comment écrire un livre qui fait du bien, j'ai pas trouvé ça particulièrement bien écrit, je suis désolé de le dire. C'est une satire du milieu littéraire, on imagine un peu un roman à clé, hein. Il y a des éléments où on se dit qu'il y a forcément... il y a le chapitre « Faites du bien à un vilain, il vous fait dans la main » qui parle d'un écrivain allemand qui fait tout un scandale lors d'un salon, lors d'une remise de prix. Bon, on imagine qu'il y a du vécu là-dessous, comme on dit, donc ça fait allusion à des événements qui se sont réellement passés, à des vrais écrivains. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui connaissent un peu Denis Montebello, qui traînent dans les cénacles littéraires dont il est question et qui, du coup, reconnaissent plein de choses. Ben moi, je ne suis pas du tout dans ce milieu-là, donc je ne comprends pas grand-chose et j'ai pas reconnu grand-chose. Bon, en revanche, bien sûr, ça n'est pas... On peut tout à fait apprécier ce livre sans les clés, sans s'intéresser au côté roman à clés. Mais enfin, voilà, c'est pour dire qu'il y a quand même cet aspect-là qui, je trouve, est un peu frustrant et fait un peu, j'allais dire parisianiste. Oui, là aussi, c'est une facilité. J'ai dit haïtien tout à l'heure, je dis parisianiste maintenant. Bon, là, c'est un peu facile de disqualifier un livre comme ça, mais... c'est un peu ça. Alors, là où la satire littéraire touche juste, c'est sur le thème principal du livre, heureusement, qui est les feel-good novels, les feel-good books. Et donc, effectivement, il s'imagine, le narrateur du livre, s'imagine, voilà, en train d'écrire, en train de trouver toutes les bonnes recettes pour écrire un feel-good book. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dès la première phrase, le titre de son feel-good book, hein, le plus dur effet de titre trouvé, et voilà le titre du livre, c'est le deuxième copain qui se pend à un arbre que j'ai élagué. Alors, évidemment... c'est très très ironique parce qu'on imagine mal un feel-good book, un livre qui fait du bien, se vendre avec un tel titre. Donc il est parti évidemment de cette idée-là. Et donc tout le motif en fait de l'arbre élagué, de l'élagueur, de faire venir l'élagueur, du suicide à un arbre, traverse tout le livre. Et donc il y a un côté un peu humour noir, un peu satire, qui est assez bien fait. Bon, moi je trouve ça un petit peu vain, mais bon, ce n'est pas désagréable à lire. Je peux lire un passage, page 72. Pas d'échappatoires à inventer, d'histoires à raconter pour repousser le moment du choix, retarder la mort. J'ai devant moi d'immenses plages de temps, de très longues vacances, un horizon terriblement dégagé. Et je ne sais pas comment meubler ma journée, quoi faire de ma vie. Je glande sur Facebook sans rencontrer personne. Que des gens occupés d'eux-mêmes qui s'abîment dans la contemplation de leur néant. Je n'ai pas de mal avec le siècle, mais j'écris. Je nourris mon blog, un blog que personne ne lit, où personne ne va. Et puis soudain, miracle, un poète m'envoie son livre. Avec une belle dédicace, je lui réponds sans tarder, dans un style poétique et amical, car c'est une vieille connaissance, même si elle se manifeste peu. Et j'aime son livre, et son œuvre. D'ailleurs, je l'ai invité il y a quelques années, je l'ai reçu et présenté, je lui ai écrit donc une vraie lettre sur du vrai papier, ce qui pour moi relève de l'exploit, car je n'utilise plus que l'ordinateur. C'est un signe qu'il apprécie. Il me téléphone le lendemain et m'écrit. Au téléphone, il me redit ce qu'il m'a écrit, ce que je n'ai pas encore lu, mais la lettre suit, et réitère sa demande, l'appuie. D'une petite recension, de quelque chose de plus substantiel, si inspiration. Pour le temps libre, j'en ai à revendre, il ne s'inquiète pas. Pour le talent non plus, j'ai ce qu'il faut en magasin. Il ajoute qu'il a fait la même demande à un autre ami, qu'il a l'accord du directeur de la revue en ligne. Le premier article arrivé sera publié, mais les deux verront le jour, ils se sont entendus là-dessus, et parfaitement compris. Bon, voilà, ça vous donne un petit peu une idée. Bon, ça parle beaucoup du milieu littéraire, ça parle des suicides en forêt aussi, de toute la vague de suicides en forêt au Japon, aux États-Unis. J'ai pas vérifié si c'était réellement factuel, mais ça a l'air de l'être, donc j'avoue c'était... Et il cite notamment... il cite les livres de Seisho Matsumoto et
de Wataru Tsurumi, hein, publiés en 59 et 93 respectivement, et qui ont donné lieu, comme les souffrances du jeune Werther, dont il parle aussi, à une vague de suicides, notamment une vague de suicides dans les forêts où ont lieu les suicides. Bon, voilà, comment écrire un livre qui fait du bien, de Denis Montebello, si j'y arrive, aux éditions Le Temps qu'il fait, et c'est paru en 1981. En 2018, je vais y arriver. Il a chaud bibi, chaud bibi, chaud bibi. Il a chaud partout bibi, chaud bibi, chaud bibi. Chaud du zizi jusqu'aux fesses, chaud bibi, car il est dans le chaud bibi, chaud bibi, show business. Il a chaud bibi, chaud bibi, chaud bibi. Il a chaud partout bibi, chaud bibi, chaud du zizi jusqu'aux fesses, chaud bibi, car il est dans le chaud bibi, show business. Quand on est dans le show business, on n'en sort plus jamais, on n'en sort jamais plus. Amour, passion, malheur, ivresse, on fait toujours semblant, on est toujours faux cul. On poursuit cette vidéo avec les deux livres justement que je viens juste de commander. J'ai commandé il y a quelques jours sur le site Tiers Livre éditeur de François Bon, ce sont deux livres de François Bon. J'ai également acheté d'autres livres de la collection Grand Singulier, mais ceux-là, je ne les ai pas lus encore, donc je ne vais pas en parler. Donc ces deux-là, je vais aller les ranger, ils sont sur mon bureau. Les chroniques de Jean Barbin et Au buffet de la gare d'Angoulême. Alors, Au buffet de la gare d'Angoulême, je ne savais pas vraiment ce dont il s'agissait, donc je n'avais pas réellement d'attente, et c'est en fait le texte d'une pièce de théâtre que François a écrite il y a déjà plus de 20 ans, qui a été jouée, qui a été montée à créer, voilà, si je retrouve les termes appropriés, le 1er décembre 1998 au CDRT de Tours, dans une mise en scène de Gilles Bouillon, assisté de Bernard Picot, scénographie Nathalie Holt, enfin c'était l'équipe habituelle, j'ai envie de dire, de Gilles Bouillon. Et donc il y a le texte de la pièce, donc c'est publié par François dans sa maison d'édition, hein, le Tiers Livre éditeur. Je vous conseille vraiment d'aller voir le catalogue qui ne cesse de s'enrichir, dans lequel il y a beaucoup de textes de François, il y a aussi des textes collectifs issus des ateliers d'écriture, mais il y a aussi des livres qu'il publie, il y a les traductions de Lovecraft, enfin bon, c'est vraiment un catalogue très riche, je vous incite à aller y voir. Et il y a donc le texte de la pièce et il y a une deuxième partie qui s'intitule « Souvenirs réels concernant le buffet de la gare d'Angoulême » et qui permet de remettre en perspective un petit peu la genèse du texte théâtral, la genèse de la pièce, et aussi de revenir sur les différents buffets, les buffets de gare et le motif même des buffets de gare et des gares où l'on se trouve à devoir attendre de manière imprévue, puisque c'est le sujet de la pièce. Alors le sujet de la pièce, effectivement, c'est dès le début, et l'heure 1h50, la durée 1h50 est sans cesse répétée, donc je suppose que c'était censé être minuté pour durer pile 1h50. Je ne sais pas si ensuite en plateau le texte a été modifié justement pour être sûr que ça tienne dans l'heure 50. Et c'est une suite de scènes, il y a finalement deux actrices, dont l'une est très célèbre, qui s'appelle Louise Mercier, qui viennent de jouer à Angoulême et qui se trouvent coincés à la gare d'Angoulême en attendant leur train pour Paris, parce qu'il y a eu ce qu'on appelait, je suppose déjà à l'époque, un accident de personnes. Il y a eu un suicide sur la voie. Et donc il y a plusieurs personnages, donc il y a ces deux actrices, et puis très vite, il y a un homme dont on comprend qu'il passe ses journées, qu'il passe ses nuits, on découvre progressivement qu'il passe ses nuits dans sa voiture, et qu'il passe ses journées, qu'il a fini par renoncer même aux hôtels bon marché, mais qu'il passe ses journées un peu à traîner, c'est un habitué aussi du buffet de la gare. Et il y a un personnage un petit peu marginal, aux marges de la société, de la légalité, qui a pour surnom Carcasse. Et il y a aussi le garçon, le serveur. Et donc c'est une suite de scènes qui dans l'écriture scénaristique elle-même relève un petit peu du cut-up, pas dans l'écriture réellement de la pièce, mais dans l'écriture scénaristique. Et c'est vraiment très agréable à lire, c'est enfin agréable, je comprends, ça se lit bien, je veux dire, ça se lit bien, même sans
mise en scène, sans représentation, donc c'est du théâtre qui se lit sans aucune difficulté, ce qui n'est pas toujours le cas en fait, du théâtre contemporain, qui parfois se regarde plus facilement qu'il ne se lit sous forme de script. Bon. Je vais lire, mince, je m'étais noté et j'ai perdu la page, parce qu'il y aurait une facilité évidemment pour moi qui est de lire un monologue de Carcasse, celui de la page 81 par exemple, mais je trouve plus intéressant de lire un passage plus court, mais alors le problème c'est que j'ai perdu la page. Si, ça y est. Un échange entre l'actrice et la fille. La fille, c'est un autre personnage dont je n'ai pas parlé d'ailleurs. Jetez à qui veut l'entendre les images même de la ville qu'on partage. Qui n'en aurait pas le rêve? On marche dans les rues, on regarde à sa fenêtre et rien, nulle parole. Les gestes qu'on fait non plus ne servent à rien, alors quoi? Pour briser, sinon, comme ça, une simple image de mots, ce qu'on voudrait pour donner à l'autre et qu'enfin ils le prennent. Suffisamment nu, assez dépouillé, hors déjà de ce que vous-même y voyez. Les mots, quand ils se suffisent eux-mêmes et se sont chargés de tout cela qui vous entoure, murs blêmes, fenêtres mortes, immeubles durs. Oui, des mots. Mais la dèche et l'envie, le tremblement du matin, et la faim qu'on cache et le vêtement qu'on vole. Ceux qui vous disent non, je n'ai pas de monnaie. Et quand ils tapent sur leur poche, on entend le bruit. Ça aussi, vous allez le redire, ça vous amuse? Une glace où on se regarde, ne répète pas vos paroles. Et cela fait pourtant comme un autre soi-même. Ce que vous savez, votre peau. Les mots que je dis, c'est ma peau, mon visage d'un seul instant, et puis qu'il cesse quand moi je cesserai. Vous parlez vide. Alors je ne l'ai pas précisé avant de lire le texte, mais le texte entier de la pièce se présente sous forme de versets, je vais dire versets pour simplifier, donc de versets qui n'ont pas de ponctuation. Ça veut dire qu'évidemment la ponctuation, la respiration, elle était à inventer en plateau, elle est à inventer. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres représentations, d'autres créations, si cette pièce a été montée ailleurs, mais évidemment, toute troupe qui voudrait s'approprier ce texte a une sorte de liberté, de liberté partielle dans le choix de la ponctuation, c'est-à-dire de la respiration. Voilà, au buffet de la gare d'Angoulême, François Bon, allez sur le site Tire-Livre Éditeur. Et l'autre livre, c'est les Chroniques de Jean Barbin. Alors les Chroniques de Jean Barbin, c'est un mince recueil de poèmes, moi je vais dire de poèmes, on pourrait dire de monologues, ça serait peut-être plus approprié, qui correspondent à une série de vidéos que François Bon a commencé il y a 2 ans, je crois, je n'ai pas vérifié, j'avoue, les Chroniques de Jean Barbin, dans lesquelles en fait c'est un personnage qu'il a inventé, qui parle à sa place, donc c'est quelqu'un d'autre, c'est une sorte de double. L'intérêt étant que François Bon, quand il a commencé à diffuser ses vidéos, moi je m'en souviens, j'en ai un souvenir très net, j'arrive plus à me rappeler si c'est il y a 1 ou 2 ans, mais j'en ai un souvenir très net, non ça peut-être il y a 2 ans quand même, hein, ça. Il disait ses textes, mais il y avait à chaque fois des filtres, en utilisant un logiciel de montage vidéo, des filtres modifiant la voix et des filtres modifiant l'image, ce qui fait qu'en fait c'était surtout une expérimentation pour François sur son propre visage, sur sa propre voix, c'est-à-dire la manière dont il mettait en image les déformations de son visage, les déformations de sa voix, pour donner finalement un nouveau corps, un corps technologiquement modifié, un peu à la Orlan, à ce personnage, à ce double, à cet autre jeu qui est le jeu de Jean Barbin. Et donc les Chroniques de Jean Barbin, quand on lit les textes comme ça en volume, évidemment on ne peut pas s'empêcher d'avoir à l'esprit les images très très fortes, très particulières des vidéos, et puis les filtres vocaux qui modifient la voix. Donc je me suis beaucoup demandé, parce que j'ai lu le livre il y a 3 jours, et je me suis beaucoup demandé si au moment où j'allais faire la vidéo « Je range mon bureau », parce que du coup quand on fait comme ça des vidéos, plein de vidéos tout le temps, on finit par y penser en dehors, c'est un peu normal. Un vlog, hein, c'est comme à l'époque des blogs,
moi je pensais souvent en dehors des moments où j'écrivais dans le blog, je pensais vraiment au prochain billet, au précédent, à un nouveau projet, etc. Et donc je me suis beaucoup demandé si j'allais lire, si j'allais oser mettre ma voix par-dessus celle de Jean Barbin, par-dessus ou par-dessous celle de François Bon. Bon, ben, si je le fais, je me lance. Quand ça ne va pas bien, je danse. Quand ça ne va pas bien du tout, je danse longtemps. Quand rien ne va et que rien ne s'arrange, je danse et je chante. Je peux danser longtemps, longtemps. Je peux chanter toutes les chansons du monde. Les tristes, les gaies, celles qui sont des épopées, celles qui sont des drames. Celles qui juste sont comme une fleur, là, sur le bord de votre chemin. Du temps qu'il y avait des fleurs sur les chemins du monde. J'aime danser. Dans la danse, tu oublies que ça ne va pas bien. J'aime moins chanter. Mais quand même je chante. Quand tu chantes, tu oublies que rien ne va du tout, que toi non plus. Tu ne vas pas du tout. Chronique de Jean Barbin, tiers-livre, éditeur. Et dernier livre pour aujourd'hui, les poèmes de Fyodor Tchoutchev, traduit du russe par Sophie Benek, aux éditions Interférence. Alors les éditions Interférence, j'en ai déjà parlé. Alors là c'est pareil, j'ai pas du tout vérifié, mais puis en fait j'ai pas non plus ressorti le livre, donc c'est même pas la peine de commencer à faire ça, mais j'en ai déjà parlé parce que j'ai lu il y a pas très longtemps Détour de Babel de Vladislav Otrochenko, et j'ai recherché le prénom, heureusement il est sur le rabat, de Vladislav Otrochenko, qui est un livre très très beau. Voilà, et donc j'ai eu parmi mes cadeaux de Noël ce petit recueil de poèmes de Fyodor Tchoutchev. Alors Fyodor Tchoutchev, c'est un poète russe du 19e siècle qui est présenté dans, alors est-ce que c'est, oui, c'est dans l'avant-propos qui est écrit par la traductrice elle-même. Il est présenté comme une figure majeure, essentielle, un contemporain de Pouchkine, mais qui a vécu plus longtemps que lui, de la littérature, de la poésie russe, de cet âge d'or du 19e siècle. Et évidemment, c'est un nom que j'avais déjà rencontré, mais ce sur quoi insiste Sophie Benek, le nom de Fyodor Tchoutchev est peu connu des lecteurs français, pour ne pas dire totalement inconnu. Les traductions en français de ses poèmes ne sont pas nombreuses et assez difficiles à trouver. Donc elle fait tout un travail de présentation, du contexte d'édition en français, bon, tout ça extrêmement sérieux. Et ensuite, moi je suis un lecteur de poésie, donc je fais quoi? Je lis les poèmes. Donc il y a, je sais pas exactement, il y a, allez, on va dire, alors ce qui est très bien, notamment pour les gens qui peuvent lire le russe, ce qui n'est pas mon cas, c'est que mais je trouve très très bien que ça y soit, voilà, donc il y a la version bilingue, hein, à chaque fois il y a le texte russe en regard de la traduction française, donc il doit y avoir, à vue de nez, 35 poèmes à peu près. Bon, donc, quand même, ça reste une petite sélection. Alors moi là où je suis embarrassé, d'ailleurs, tiens, je pourrais le montrer, où est-ce qu'il est? Tiens, juste 2 secondes. Par exemple, il y a quelques années, je reviens sur la question du russe. Moi, je ne lis pas le russe. Je ne lis pas le russe du tout, ça veut dire que je ne le déchiffre même pas, je ne connais pas l'alphabet russe. Je ne saurais pas mettre des correspondances phoniques sur l'alphabet russe. Mais il y a quelques années aussi, mon épouse, qui m'a offert ce recueil de Fyodor Tchoutchev, m'avait offert cette anthologie bilingue des poètes russes d'aujourd'hui, dans laquelle il y a vraiment des merveilles, des choses absolument magnifiques. Et pareil, c'est en regard. Alors, ce qui est intéressant, là, dans le cas de cette anthologie de poésie bilingue, de poésie ultra contemporaine, c'est que d'avoir le texte en face permet quand même de regarder un petit peu la matérialité, et notamment de chercher les systèmes de rimes, etc. Ce qui fait que je me rappelle très bien, quand je lisais ce livre, c'était possible de voir quelles étaient les formes de versification un peu classiques, les formes de métrique un petit peu classiques aussi, et ce qui relevait plus déjà d'innovation sur la forme, de voir quels étaient les schémas de rimes, etc. Donc même si je ne suis pas capable de le lire, même moi, qui suis peut-être
le moins compétent, qui suit au degré de compétence vraiment le plus bas pour pouvoir apprécier une édition bilingue de poésie russe, même moi j'y trouvais un petit intérêt. Alors pour Fyodor Tchoutchev peut-être un petit peu moins, parce que de toute évidence tout est versifié et rimé de manière classique. J'en viens à la poésie elle-même, et je dois avouer que j'ai une hypothèse à formuler sur une raison possible pour laquelle la poésie de Tchoutchev est peu connue des lecteurs français, reste peu connue, peu explorée. Je me demande dans quelle mesure il ne faut pas parler le russe et lire le russe pour l'apprécier. Parce que je n'ai aucune raison de penser que Sophie Bennec a fait un mauvais travail, au contraire, hein, je veux dire, ça a l'air très bien, mais c'est une poésie qui paraît complètement plate. Enfin, moi je lis ça, je comprends à peine ce qui est censé être beau, ce qui est censé m'arrêter en tant que lecteur de poésie. La plupart des poèmes, ça va des années 1830 aux dernières années du poète, 1871, il est mort en 1873. Les poèmes sont tous dans une sorte de veine doucement romantique, on va dire ça comme ça, pour le début, et puis un petit peu désabusé vers la fin. Ça m'évoque, on va dire, Vigny, quand je lis voilà, les traductions, ça m'évoque quelqu'un comme John Clare, mais sans aucune espèce de langue qui me porte ou qui me transporte. Donc voilà, j'en reviens à ce que je disais au début, tout ça me paraît complètement plat. C'est vraiment, pour moi, en lisant ça en français, de la poésie romantique de, je vais être dégueulasse, hein, c'est un peu méchant, mais de 25e zone. Or, j'ai aucune raison de penser que Fyodor Tchoutchev est vraiment de 25e zone, puisqu'on nous dit qu'il est très important, que Sophie Bennec énumère les nombreux intellectuels, poètes, russes ou pas, qui s'en sont réclamés, pour qui il était très important, etc. Donc je n'ai qu'une conclusion logique à apporter, qui est que c'est très très beau en russe, mais qu'en français ça donne rien, quoi. Donc je ne sais pas si c'est une hypothèse qui tient, mais voilà. Donc n'hésitez pas à m'en dire plus, si vous-même vous êtes russisant, russophone, si vous connaissez Tchoutchev en russe, n'hésitez pas à m'expliquer ce que je suis censé trouver de bien là-dedans, parce que je ne demande qu'à être convaincu. Voilà, eh bien on a parlé de ces livres-là, et on va pouvoir, enfin je vais pouvoir, j'ai parlé, qu'est-ce que c'est que ce on? J'ai parlé, vous avez subi, j'ai parlé de ces livres-là, et je vais pouvoir les ranger. En attendant, la prochaine.